Dyslexie, troubles du spectre autistique, TDAH, dans les troubles du neurodéveloppement, un train pour cacher un autre, on vous explique. Les troubles du neurodéveloppement, c'est un terme un peu obscur, mais qui en fait toucherait beaucoup de familles. Jusqu'à 1 personne sur 6 pourrait en souffrir, et c'est d'ailleurs en augmentation dans les pays développés en particulier depuis une vingtaine d'années. Le neurodéveloppement, en fait, ce sont tous les mécanismes qui ont lieu pendant la vie fœtale, donc pendant la grossesse, mais aussi à la naissance, dans la toute petite enfance, qui va en fait permettre de créer les réseaux, les connexions entre les neurones dans le cerveau qui vont être impliqués dans la motricité, le langage, les interactions sociales, la vision ou l'audition. Et quand ces mécanismes vont se développer de manière perturbée, des troubles peuvent apparaître. Alors vous avez peut-être entendu le terme neuroatypie ou neurodiversité, qui ne sont pas des termes médicaux. En médecine, on utilise le terme trouble du neurodéveloppement. Mais moi, j'aime bien ces termes, même s'ils sont très controversés, parce qu'ils sont déjà un peu plus positifs, un peu moins enfermants, et puis ils caractérisent un peu mieux cette diversité de fonctionnements cognitifs différents. Alors qu'est-ce qu'on entend par trouble du neurodéveloppement? En fait, ça regroupe plein de situations. Tout dépend de la fonction dont le développement est perturbé. Ça peut être la communication, les interactions sociales. On parle alors de troubles du spectre autistique qui touchent 1 à 2% de la population et qui s'expriment de manière très différente d'un enfant à l'autre. Ça peut aussi affecter les apprentissages spécifiques à l'école, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. On parle de dysorthographie, de dyslexie, de dyscalculie. Ce sont ces fameux 10 qui touchent à peu près 6% des enfants. Il y a aussi le trouble déficitaire de l'attention dont on a déjà parlé, qui fait partie des troubles du neurodéveloppement. Le trouble aussi de l'apprentissage des mouvements coordonnés. On appelle ça la dyspraxie. Ça peut aussi regrouper des tics, certains tics chroniques, mais aussi la déficience intellectuelle. À peu près 1% des patients ont ce trouble du neurodéveloppement qui provoque un déficit intellectuel, mais qui est plutôt rare. Mais ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, ces troubles du neurodéveloppement sont associés. Probablement parce qu'il y a un mécanisme commun dans le développement des connexions dans le cerveau, et plus de 50% des personnes qui auraient un trouble du neurodéveloppement en auraient un autre. Ce qui rend la chose très complexe et ce qui implique vraiment un diagnostic individuel, une prise en charge personnalisée. Les troubles du neurodéveloppement peuvent aussi se compliquer ou s'associer d'autres troubles, en particulier troubles dépressifs, troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire, des addictions, mais aussi des troubles plus physiques comme des troubles gastro-intestinaux, des troubles digestifs, une maladie épileptique, des troubles cardiovasculaires ou bien même des troubles de l'audition ou de la vision. Il est donc très important d'avoir une exploration globale du patient puis d'avoir une prise en charge vraiment à 360 degrés. Alors quels sont les facteurs de risque de développer un trouble du neurodéveloppement? En fait, c'est complexe, il y a de multiples facteurs. Il y en a des génétiques, en particulier dans les troubles du développement intellectuel, dans la déficience intellectuelle, mais il y a aussi des troubles acquis qu'on appelle environnementaux qui ont lieu durant la vie fœtale, donc pendant la grossesse, ou à la naissance dans la petite enfance. On peut citer la prématurité, aussi certaines infections, mais également des antécédents familiaux de troubles du neurodéveloppement, ou bien des expositions durant la grossesse, par exemple à l'alcool, à certains toxiques, ou bien à certains médicaments comme des antiépileptiques qui sont très encadrés. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a aussi des facteurs de risque dans l'environnement de la petite enfance. On parle de vulnérabilité, et par exemple un environnement avec de la maltraitance, de la violence, peut aussi être un facteur de risque de développer un trouble du neurodéveloppement. On en profite pour dire 2 mots sur les hauts potentiels intellectuels, HPI. Alors il ne s'agit pas d'une maladie, il ne s'agit pas d'un trouble ni d'un handicap, donc le HPI n'est pas décrit dans les classifications des maladies. Ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement. En revanche, on entend souvent l'idée qu'on ne peut pas être HPI et dyslexique. C'est complètement faux. En fait, le trouble du neurodéveloppement, en dehors du trouble du développement intellectuel et de la déficience intellectuelle, ne présage pas du QI. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, on peut avoir un QI élevé et un trouble du neurodéveloppement. Et d'ailleurs, le QI ne suffit pas à refléter finalement la complexité de ce qu'est le niveau intellectuel ou les intelligences qui ne peuvent pas être réduits à un chiffre. Attention aux préjugés, un trouble du neurodéveloppement ne présage pas du niveau intellectuel. Une dernière chose très importante à savoir, c'est que le cerveau des petits enfants est très malléable, il est plastique, c'est-à-dire que les connexions peuvent se réorganiser, se modifier et en particulier dans les 3 premières années de la vie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une prise en charge et une identification le plus précoce possible. On estime que 70% des enfants avec un trouble du neurodéveloppement vont encore souffrir de difficultés
à l'âge adulte. Il est donc très important de mettre en place très tôt un accompagnement pour optimiser les chances d'avoir le moins de conséquences et de réduire finalement l'impact à long terme. Et c'est pour ça que si vous avez le moindre doute pour votre enfant, n'hésitez pas à consulter. On ne consulte jamais pour rien et vous pouvez trouver beaucoup de ressources sur Internet qui vous donnent certains signes d'alerte, certains drapeaux rouges qui doivent vous motiver à en parler à un professionnel de santé. En tout cas, ne restez pas seul avec ces questions. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau tips. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir.